Bienvenue sur la web radio de l'INSPE de la Polynésie française, la web radio des enseignants et des futurs enseignants. Bonjour à tous, bienvenue sur les podcasts de l'INSPE. Je suis Heimata Lemaire, formatrice donc à l'INSPE de Polynésie française. Aujourd'hui, nous aborderons les neurosciences et j'ai l'honneur d'avoir avec moi Madame Marie Goetz, inspectrice de l'éducation nationale de la circonscription de Papeete en Polynésie. Bonjour Madame. Bonjour. Quelle est votre relation avec les neurosciences? Comment est-ce que vous avez commencé à vous intéresser aux neurosciences? Mais, écoutez, je vais vous faire une petite confidence. Je crois que ça a commencé dès ma première année d'enseignement, lorsque j'étais en école maternelle et qu'une élève m'a demandé en fait à quoi ça servait de faire des ronds sur cette feuille. Et je crois que cette question a été déterminante dans mon parcours de formation ensuite, puisque je me suis en effet dit, bah oui, à quoi ça sert? Quel sens je donne aux apprentissages? Pourquoi je propose telle ou telle activité pédagogique? Et à partir de ce moment-là, je me suis toujours interrogée du sens que pouvait avoir mon action didactique auprès des élèves de maternelle. Donc j'avais des petits à l'époque. Et je crois qu'en maternelle, on a, même après d'ailleurs, mais on a vraiment besoin de savoir ce qui se passe dans le cerveau des enfants. On a besoin davantage de connaissances puisque les enfants parlant un petit peu moins en petite section, on a besoin davantage de connaître quels sont les processus d'apprentissage, pourquoi un enfant ne parvient pas à retenir la comptine numérique, comment imprimer les lettres de l'alphabet, comment raisonner, comment apprendre à compter. Et en fait, tous ces apprentissages fondamentaux qui émergent chez les petits, eh bien, nécessitent d'avoir, à mon sens, de grandes connaissances sur les processus d'apprentissage. Ça a commencé comme ça, et puis voilà, progressivement, j'ai lu, je me suis intéressée à l'époque à ce qu'on appelait les sciences cognitives, qu'on appelle d'ailleurs toujours les sciences cognitives, la psychologie cognitive aussi, la psychologie de l'éducation. Voilà, donc j'ai lu de nombreux ouvrages et progressivement, je me suis vraiment passionnée par cette entrée. Voilà, on travaille quand même avec souvent entre 25 et 32 cerveaux dans les classes et je trouve qu'il y a assez peu de formation initiale sur le fonctionnement du cerveau. Donc ça change, heureusement. On arrive aujourd'hui à avoir davantage de formation, de modules, d'accompagnement des enseignants sur ce sujet. Et d'ailleurs, voilà, si je suis là aujourd'hui, je pense que c'est un peu dans cette idée de promouvoir ces recherches et ces nouvelles connaissances. Mais en fait, ça a toujours existé. Et aujourd'hui, quand on parle de neurosciences, de neuroéducation, on est sur un sujet qui ne fait que concrétiser ou en tout cas que confirmer ce qu'on savait déjà par les sciences de l'éducation et les sciences humaines. Donc voilà, mon parcours a été plutôt déterminant pour ce que je suis aujourd'hui, mais en tout cas déterminé par une élève et par ensuite de l'auto-formation essentiellement, et ça a terminé par un DU neuroéducation à Paris. Très bien. Donc, vous parliez de neurosciences, sciences cognitives. Donc, quelle est la différence exacte entre ces domaines pour des étudiants ou des professeurs qui souhaitent s'intéresser justement à ça, mais qui n'arrivent pas bien à distinguer ces deux concepts? Oui, alors j'évoquais aussi le terme de neuroéducation. C'est vrai que je préfère plutôt la neuroéducation dans le sens... alors je reprends un terme de Steve Masson, qui est au Canada, qui a fait émerger ce terme dans les années 2000. Donc on est aujourd'hui, je crois, sur une multitude de termes, avec parfois peut-être des petites querelles de chercheurs qui, dans une terminologie, recherchent
un concept particulier, une entrée de recherche qui leur appartient. Voilà. Moi, j'aime particulièrement la neuroéducation dans le sens où on va appliquer les connaissances des neurosciences à l'éducation. Et en fait, les neurosciences vont venir éclairer ce que l'on sait des processus et des mécanismes de l'apprentissage. En aucun cas, les neurosciences ne vont venir dicter la pédagogie du quotidien. Et ça, je crois que ça a été quelque chose qui a été souvent reproché. En aucun cas, il ne s'agit de dicter des conduites pédagogiques, d'imposer des méthodes. Mais on sait aujourd'hui, et c'est ce que nous ont apporté les neurosciences, grâce à l'imagerie fonctionnelle, on a des connaissances sur les grands processus d'apprentissage et on ne peut plus les ignorer quand on est enseignant. Il existe des grandes fonctions, des câblages, des mécanismes qui sont installés dès la naissance. Donc pour ça, vous pourrez aller regarder les travaux de Stanislas Dehaene. Ces grands câblages, en fait, nous apportent des connaissances sur la façon dont on traite l'information, dont on catégorise le monde, dont on se trompe. Je reviendrai sur les travaux d'Olivier Houdet, sur l'inhibition et donc l'erreur. Mais voilà, ces grandes connaissances, aujourd'hui, on ne peut plus les ignorer, puisque les élèves traitent l'information scolaire avec ces mêmes mécanismes que tout à chacun. Donc, c'est important de connaître ces nouveaux savoirs. Alors, les neurosciences, c'est donc les travaux scientifiques qui s'appuient sur l'imagerie fonctionnelle, où on observe des grands fonctionnements. On parle de neuroéducation, on l'aura compris, donc c'est l'alliance des neurosciences avec l'éducation. On peut aussi parler de neuropédagogie. Et l'ensemble, en fait, les neurosciences, c'est une toute petite partie d'une grande famille qu'on appelle les sciences cognitives. Et dans cette grande famille des sciences cognitives, on va y retrouver toutes les disciplines scientifiques qui visent l'étude et la compréhension des mécanismes de la pensée humaine, comme la linguistique, l'anthropologie, la psychologie, l'intelligence artificielle, la philosophie et les neurosciences. Voilà. Donc, en fait, ces 6 disciplines en fait, sont regroupées dans ce qu'on appelle l'ensemble des sciences cognitives, la grande famille des sciences cognitives. À côté de ça, on a les sciences de l'éducation. Et donc, le pont entre ces sciences de l'éducation et ces sciences cognitives, on pourrait appeler ça la neuropédagogie ou neuroéducation. Super, merci. Et merci pour cet éclairage. Donc, tout à l'heure, vous disiez que dans nos classes, on a entre 25 et 30 cerveaux. Et justement, par rapport à tout ce que vous venez de me dire, donc, petite question aussi des étudiants, est-ce qu'on apprend tous de la même façon? Alors, vaste question. Non, on n'apprend pas de la même façon. Après, je reviens sur cette idée de grand câblage préexistant que l'on a tous, mais ils vont être plus ou moins fragiles, et donc les enseignants le savent bien, puisqu'ils s'aperçoivent que dans leur classe, tous les enfants ne vont pas au même rythme, que les entrées d'apprentissage ne sont pas les mêmes. Pour certains enfants, ils ont besoin de voir, d'autres qu'on leur explique, qu'ils ont besoin d'avoir des répétitions auditives. Alors, on a pu entendre aussi qu'il y avait des profils. On a longtemps, et on en parle encore, parlé des profils plutôt auditifs, kinesthésiques, visuels. Alors, ces profils existent, c'est vrai. D'ailleurs, nous-mêmes, quand on apprend quelque chose, on se dit « mais j'ai besoin de le voir » ou je le vois encore dans ma tête. Donc, cette image visuelle sur laquelle on va faire supporter la mémorisation, on peut l'avoir plus ou moins. Mais en fait, il n'y a pas de profil type. Et on sait aujourd'hui que les enfants ont besoin d'une entrée multimodale en classe. C'est-à-dire qu'il faut à la fois montrer au tableau, à la fois expliquer et à la fois faire faire. Et c'est cette entrée, en fait, qui va permettre aux enfants de trouver leur compte. Donc, il ne s'agit absolument pas de déterminer quels sont les profils de chacun des élèves.
Ça change, en fait, ça change en fonction des âges, ça change en fonction des disciplines aussi, c'est-à-dire que vous pouvez être tout à fait... avoir une entrée plutôt kinesthésique en histoire sur la manipulation de la frise, et puis vous allez être plutôt visuel en musique, voilà, on pourrait dire on est plutôt auditif, mais certains ont besoin de voir les notes ou ont besoin de voir les frapper pour reproduire un rythme. Donc en fait, ça dépend vraiment de l'information, et notre cerveau ne va pas traiter l'information de la même façon selon l'entrée disciplinaire, ni en fonction de l'âge. Donc, ce qui est très, très important, c'est qu'un enseignant ait toujours cette approche multimodale dans la classe pour être sûr de convenir à tous. Et par rapport à la mémoire, donc, on reviendra sur les neuromythes aussi à la fin de ce podcast. Et par rapport à la mémoire, donc, est-ce que vous pouvez nous dire comment ça marche et comment est-ce qu'on peut la développer? Alors, la mémoire, en fait, est une fonction cognitive. Donc, on a à la naissance de grandes fonctions cognitives comme l'attention. On est attentif au monde qui nous entoure. Il faut savoir que le cerveau utilise 20% de notre énergie, donc il est assez gourmand. Et notre cerveau est vraiment prédisposé à tout faire pour garder cette énergie et pour survivre, en fait. Donc, notre cerveau est prédestiné à câbler, ou en tout cas fonctionne pour faire en sorte qu'on puisse toujours se défendre et qu'on puisse toujours assurer notre survie en cas de froid, de famine ou d'attaque. Donc, ce cerveau va faire en sorte que cette énergie ne se dissipe pas trop vite, et donc on a plutôt un cerveau fainéant. D'ailleurs, on le voit dans de nombreuses expériences où notre cerveau va aller à l'essentiel, ce qu'on peut appeler les biais, ou s'appuyer sur des automatismes récurrents. Donc le cerveau aime les automatismes, le cerveau aime ce qui va vite, et le cerveau va faire en sorte que les informations non pertinentes soient vite oubliées pour garder l'énergie pour l'essentiel, pour ce qui pourrait assurer notre survie. Donc on va se souvenir d'un produit toxique, d'un aliment qui nous a rendu malade, par exemple, parce qu'il ne s'agit pas d'être de nouveau malade. En revanche, le théorème de Pythagore, Thalès ou la conjugaison du futur, ce n'est pas forcément très, très utile. Donc, les apprentissages scolaires, en général, vont avoir besoin de davantage de répétitions pour être mémorisés. Donc, le cerveau oublie, donc le cerveau mémorise, ça c'est une fonction cognitive, mais le cerveau oublie pour justement garder cette énergie. Donc, on oublie rapidement, mais on sait aujourd'hui que donc ce sont les travaux des Dimbos que vous pourrez, du 19e siècle, que vous pourrez aller regarder. En fait, Dimbos nous a montré que si on répétait un certain nombre de fois une information, elle restait plus facilement en mémoire. Et on s'est aperçu qu'au bout d'une journée, on perdait, une journée ou deux, on perdait environ 50% de l'information. Jusqu'à ce que les jours qui suivent, il n'en reste plus rien. Donc, une occurrence d'une information ne sera jamais retenue. Et il est extrêmement important qu'un enseignant programme des répétitions, jusqu'à 5 répétitions. Et on sait en plus aujourd'hui que ces répétitions, quand elles sont espacées, sont davantage consolident l'information en mémoire. Donc la mémorisation, c'est le fait de répéter les informations et de les espacer dans le temps pour s'assurer qu'elles restent et qu'elles soient solides. Alors, il y a d'autres processus comme l'encodage de l'information, c'est-à-dire qu'une information s'inscrit dans la mémoire à une autre information. C'est un peu, souvent, je donne l'image des bandes velcro, scratch, là, c'est-à-dire qu'une nouvelle information doit se coller à une autre. Alors ça, on le fait assez spontanément en classe. On parle souvent de prérequis et on va faire le lien entre l'ancienne connaissance et la nouvelle connaissance. Mais on a besoin de l'organiser. C'est-à-dire qu'en fait, la mémoire dans notre cerveau, elle n'a pas vraiment de localisation. Alors même si
des régions un petit peu plus spécifiques comme l'hippocampe. Bon. Mais il y a surtout, en fait, la mémoire, c'est une connexion de neurones entre eux, c'est-à-dire une ramification de neurones qui s'activent en même temps pour faire sens. Et quand un est activé, il va, par connexion neuronale, activer un autre. Donc, c'est l'association d'idées. Et cette association d'idées, c'est ce qui va faire qu'on va transférer des apprentissages, qu'on va faire des liens entre des savoirs et des connaissances. Et c'est ça, en fait, la mémoire. Et donc, si on n'encode pas, c'est-à-dire si on ne relie pas deux informations entre elles, ou même plusieurs informations entre elles, on ne peut pas retenir. Donc, il est extrêmement important que l'enseignant active des prérequis, mais fasse sens. C'est-à-dire qu'inscrive toujours un nouveau savoir dans un ensemble d'autres. À quoi ça sert ? Qu'est-ce qu'on a déjà appris et quels sont les concepts liés en fait à cette représentation. Une façon, une méthode pédagogique, un outil pédagogique qui peut venir traduire cette pensée, c'est la carte mentale. Voilà, c'est un outil qui permet aux élèves de mettre en lien les concepts, de les associer et donc de mieux encoder l'information. Mais l'encoder, c'est aussi l'encoder de façon visuelle ou auditive, donc d'avoir un support imagé, d'avoir un support auditif ou conceptuel. Voilà, donc j'évoquais la carte mentale pour les concepts. Donc voilà, la mémoire doit s'encoder, doit se répéter pour être consolidée. Et enfin, pour que le cerveau se force à réactiver, à faire ce lien entre les neurones, il est important de se tester. Alors ça, souvent les enseignants disent bah oui, on va faire l'évaluation, mais l'évaluation, en tout cas telle qu'elle est pratiquée, c'est-à-dire l'évaluation sommative, n'est pas satisfaisante pour être au plus proche de ce processus de mémorisation. On a besoin de se tester plusieurs fois pour en fait réactiver cette connaissance, c'est-à-dire que le neurone en face fasse appel à un autre neurone. Hein, je vulgarise beaucoup là, mais c'est cette idée qu'en fait un neurone, quand il va s'activer, c'est-à-dire la question qu'on pose à l'élève, l'autre neurone puisse s'activer aussi. Et si on n'a pas testé cette activation, c'est-à-dire si on n'a pas renforcé la connexion entre les deux neurones, voilà, la réponse ne pourra pas s'activer. Donc, il est important de tester les élèves et surtout que les élèves s'auto-testent, c'est-à-dire qu'ils sachent je sais que je sais, en quelque sorte. Donc, pour ça, il y a des méthodes pédagogiques assez faciles, comme des autotests ou le cahier de questions-réponses, où on va mettre les questions de cours ou les questions des leçons, et par un système de cache, on va mettre les réponses, mais l'élève peut s'auto-tester. Alors, vous avez ce qu'on appelle les lapbooks dans cette idée-là. Mais ça peut être aussi la bonne vieille méthode de l'ardoise et des rituels dans la semaine où on va questionner les élèves sur des petites connaissances arbitraires, ou des connaissances en lien avec du raisonnement. Hein. Mais en tout cas, c'est forcer l'enfant à réactiver ses connaissances et à prendre conscience qu'il sait. Justement, j'aime bien l'image qu'on prend de la forêt, donc par rapport à la trace nésique. Voilà, c'est cette idée-là. En fait, plus on va renforcer la connexion entre deux neurones, plus ce sera facile d'activer les connaissances et de faire des liens. C'est ce qui va faire la différence entre un enfant qui va réfléchir vite, un enfant qui va raisonner plus rapidement qu'un autre. À la naissance, on a un nombre de neurones quasiment identique à celui des adultes. Et ce qui compte, ce n'est pas tant le nombre de neurones, c'est la solidité des connexions entre les neurones. Alors cette solidité, elle se fait par ce qu'on appelle la gaine de myéline. Et cette gaine de myéline, elle va être plus ou moins épaisse à la naissance. Voilà, on va être tous différents selon les zones du cerveau en plus. Hein, donc il n'y a pas de déterminisme puisqu'on peut tous modifier cette gaine de myéline par l'apprentissage. Et plus on va renforcer cette gaine de myéline, plus le raisonnement sera rapide et les automatismes sollicitables facilement. Donc ce qui est important, c'est de se dire que c'est un peu à l'image de cette forêt, c'est-à-dire que quand on marche dans une forêt vierge, au départ, on a de nombreux branchages qui nous empêchent de passer.
la formation, enfin voilà, notre pas est lent, le chemin n'est pas facile, et puis plus on va passer, plus le sol va se durcir, le fait d'avoir repoussé les branchages avec nos bras va permettre d'aller plus vite. Et c'est un peu la même chose dans notre cerveau, c'est-à-dire que plus on va faire passer une information, les connexions vont se renforcer, c'est-à-dire que le sol va se renforcer, la gaine de myéline va se renforcer, donc on pourra mieux marcher sur le chemin. Et les neurones qui ne servent pas et qui pouvaient peut-être venir encombrer le chemin vont mourir. Et c'est ce qu'on appelle l'élagage synaptique, c'est-à-dire que les connexions synaptiques qui ne fonctionnent pas vont s'éteindre et au profit des autres connexions qui vont se renforcer. Et ça, c'est vraiment ce processus d'apprentissage, c'est le fait de d'élaguer, c'est-à-dire qu'apprendre, c'est aussi retirer des connexions synaptiques pour en renforcer d'autres. Et le rôle du sommeil dans la mémoire? On dit souvent qu'il faut que les enfants dorment. Oui, alors c'est très très important. Le Stanislas Dehaene en a d'ailleurs longuement parlé. Le sommeil est très important parce que la nuit, en fait, on refait ce chemin synaptique. Le sommeil nous permet de refaire les chemins synaptiques des apprentissages de la journée. Le sommeil permet aussi de favoriser ce chemin entre les synapses en éliminant les toxines. Donc, ces toxines qui pourraient venir entraver le passage de l'information est éliminé. Donc, les toxines sont éliminées, pardon. Et donc, on sait aujourd'hui donc le sommeil consolide en fait les apprentissages de la journée. Et cette consolidation, elle se fait sur différentes phases du sommeil. Et donc, c'est pour ça que c'est important d'avoir un sommeil de qualité pour qu'on ait l'ensemble des phases du sommeil nécessaires à l'apprentissage. Donc, les sciences cognitives, là, je fais plus référence à Stanislas Dehaene, parce que c'est lui que beaucoup d'enseignants connaissent ici. Enfin, ils font souvent référence à lui. Donc, il a identifié les 4 piliers de l'apprentissage. Le premier pilier est l'attention. Et donc, qu'est-ce que l'attention et comment la développer chez les élèves? Alors, l'attention est une fonction cognitive, c'est-à-dire qu'on l'a tous, on est tous attentifs. Et toujours dans cette idée du cerveau qui va garder son énergie, le cerveau va être attentif à tout ce qui pourrait venir nuire à notre survie. Donc, on a en fait, pour reprendre les travaux de Jean-Philippe Lachaud, 4 types d'attention. On a une attention automatique, voilà, c'est celle du quotidien, quand il nous arrive rien de particulier. Ensuite, on a une attention alerte. Alors, cette attention alerte, c'est celle qui va nous permettre par exemple, tourner la tête à gauche ou à droite quand on va voir quelque chose qui bouge. Et cette attention alerte, bien souvent, on n'en a pas vraiment conscience. C'est-à-dire que ça nous est tous arrivé d'avoir l'impression de voir une petite bête à un endroit. Et puis, on va tourner la tête pour vérifier en fait, cette hypothèse de « j'ai l'impression d'avoir vu quelque chose qui bougeait ». Cette attention alerte, elle nous permet de rester en vie. Vous baladez sur un chemin de randonnée et tout d'un coup, vous voyez une forme à vos pieds. Cette forme vous fait penser à un serpent, par exemple. Vous allez vous arrêter, en fait. Vous ne pouvez pas, c'est un réflexe. Donc, votre cerveau, cette attention alerte, elle va agir plus vite que votre raisonnement et va vous donner des comportements qui vont assurer votre survie. Donc, cette attention alerte en classe, on peut la voir souvent quand les élèves, on a l'impression qu'ils sont un peu tête en l'air, dissipés, ou leur attention n'est pas complètement à l'activité de mathématiques ou de français. Mais en fait, on a des élèves qui ne font simplement que répondre à cette attention alerte qu'ils ne peuvent absolument pas maîtriser. Donc, une mouche qui vole dans la classe, le stylo qui tombe.
Ça peut même être l'odeur du parfum du maître ou de la maîtresse qui peut perturber. Voilà, ça va être une alerte et en fait, il va y avoir un signe extérieur qui lance une alerte à notre cerveau et on va y répondre à cette perturbation de notre attention plus ou moins bien en fonction de notre capacité en fait à inhiber cette alerte. Alors, c'est donc cette troisième attention, donc je parlais des 2 premières attentions. Troisième attention, c'est l'attention, ce qu'on appelle l'attention d'orientation. Alors, cette attention d'orientation, c'est le fait que l'on décide de prêter attention à autre chose que ce qui nous alerte. C'est être capable de dire, OK, je vois bien qu'il y a une mouche qui vole dans la classe, je vois bien qu'il y a une abeille sur la fenêtre, je vois bien que mon voisin joue avec son stylo 4 couleurs, mais je décide de rester à l'exécution de ma division. Et cette attention-orientation, elle va être particulièrement entretenue par le plaisir et la motivation. C'est-à-dire que s'il n'y a pas de plaisir, s'il n'y a pas une envie de faire, et notamment d'un but, c'est-à-dire si on ne voit pas ce qu'il faut faire, ce à quoi il faut arriver, eh bien, l'attention-orientation va avoir beaucoup de mal à rester. C'est un peu, en fait, ces attentions comme des cordes qui se tirent les unes les autres. C'est-à-dire que quand il y en a une qui est un peu plus forte, l'autre, du coup, fait quelques pas en avant et perd l'équilibre. Donc voilà, cette attention-orientation, c'est le fait de décider de rester sur une tâche. Et on a cette 4e attention, qui est l'attention, on va dire, un peu concentration, qui, quand on est totalement concentré sur une tâche, c'est-à-dire qu'on a le plaisir, le but et cette intention de faire, eh bien, on reste vraiment à la tâche et il peut même y avoir des petites perturbations à l'extérieur, on reste complètement concentré. Alors ça, cette 4e attention, elle est extrêmement dure à obtenir, notamment chez les enfants, chez les plus jeunes, puisqu'elle nécessite une maîtrise de son attention-orientation qui dit bien à son attention alerte, OK, je t'ai vu, mais je ne tiens pas compte de toi. Donc, cet apprentissage de l'attention est nécessaire à l'école. Et donc, ce sont tous les travaux de Jean-Philippe Lachaud et notamment du programme ATOL que vous pourrez facilement télécharger gratuitement sur Internet. Mais c'est essentiel d'apprendre aux élèves à être attentifs, en fait, pour justement être dans l'attention-orientation et l'attention-concentration, ce qu'on attend à l'école. Mais c'est un apprentissage. Et bien souvent, on demande aux élèves d'être attentifs, fais attention. Mais qu'est-ce que ça veut dire, être attentif ? On ne peut pas dire à un enfant, fais attention, si on ne lui explique pas comment faire. Et notamment, ça consiste à lui dire, tu as eu une attention alerte, tu as été alerté par quelque chose, mais tu dois lui dire stop et tu dois rester sur la tâche. Mais voilà, ça s'apprend par des petits exercices. Et donc, je vous renvoie au programme ATOL qui vous propose de nombreuses activités pédagogiques et jeux pour apprendre aux enfants à être attentifs. Alors, je ne connais pas le programme ATOL, mais j'ai vu la conférence de Stanislas Dehaene. Et il a monté une petite vidéo là, sur la cécité attentionnelle avec le gorille, où il y a un match de basket et un gorille qui passe. Est-ce que faire ce test avec des élèves de cycle 3, par exemple, est-ce que ça peut être bénéfique justement pour que les élèves prennent conscience de l'attention ? Tout à fait. En fait, à ce moment-là, on leur montre que quand on a une intention, eh bien, l'attention est au maximum. Donc voilà, il faut avoir une intention, l'intention de regarder. Et là, en l'occurrence, dans ce petit test, l'intention, c'est de compter le nombre de passes entre des joueurs avec un ballon. Et quand on est vraiment concentré sur une tâche, l'alerte, c'est-à-dire l'arrivée d'un gorille, eh bien, n'est pas pertinente. Mais on a pu tous s'en apercevoir quand, même chez soi, on va être sur une tâche écrite et puis on ne va pas sentir l'odeur du gâteau qui brûle, ou peut-être tardivement. Voilà, quand le but vraiment à l'école, c'est d'ailleurs ce que tout enseignant attend, et il le dit à ses élèves, concentre-toi, mais la concentration, on voit bien que c'est la 4e attention et qu'avant il y en a eu bien d'autres et que ces attentions, en fait,
vont venir perturber la concentration. Donc voilà, ça fait un peu 3 contre 1. Donc il est extrêmement important de montrer aux élèves, donc par cette petite vidéo par exemple, que l'attention, elle peut nous jouer des tours. Et quand on montre aux élèves que quand on a bien une intention, on peut être attentif. Donc, l'intention, pédagogiquement, c'est d'expliquer ce qu'on attend aux élèves, de donner la réalisation finale, donc toujours montrer ce qu'on attend, c'est-à-dire un problème, on va le résoudre avant, on va donner un problème de référence, par exemple, en résolution de problème. On va, en maternelle, si on veut que les élèves fassent des lignes horizontales sur une feuille, on va leur montrer ce qu'on attend d'eux. En fait, on va montrer l'attendu pour que le cerveau se projette, fasse des prédictions et puisse se concentrer, puisqu'il a l'intention. Ensuite, donc, on passe au deuxième pilier, l'engagement actif. Déjà, si on peut avoir une définition claire pour nos professionnels de l'éducation. Et justement, et comment favoriser l'engagement actif? Alors, l'engagement actif, en fait, c'est la capacité de notre cerveau à faire des prédictions. Notre cerveau est prédictif, c'est-à-dire que notre cerveau cherche à comprendre le monde, veut coder le monde, veut le trier, veut classer les informations. On fait tous des prédictions qui vont être validées ou invalidées par la réponse. Et ça, il y a eu plusieurs expériences du type, si on met un Mickey dans une boîte, puis un deuxième Mickey dans une boîte, et qu'après, on montre d'abord au bébé la boîte vide, on met un Mickey, un deuxième Mickey, puis on lui montre ensuite la boîte où il y a 3 Mickey, le bébé va être étonné. En fait, il a fait une prédiction numérique qui consiste à se dire que 1 et 1 égale 2. Donc, on est capable, en fait, on a le sens du nombre, on a cette capacité à attendre que la voix de quelqu'un corresponde à son visage. Donc, ces prédictions, en fait, s'appuient sur des automatismes, les régularités du monde. Le cerveau adore les régularités parce que ça lui demande moins d'énergie. Et donc, ces régularités du monde peuvent après nous jouer des tours. On le voit par exemple en numération, quand on s'est appuyé longtemps sur des automatismes de la numération, sur les entiers, quand on arrive sur les décimaux, c'est très compliqué de revenir en fait sur des automatismes, ce qui fait que les élèves vont dire que 1,12 c'est plus grand que 1,2. Parce qu'en effet, le 2 est plus petit que 12 dans la numération entière. Donc, revenir sur des automatismes est coûteux pour le cerveau. Il n'aime pas ça. Et donc, ces prédictions sur le cerveau sont actives. C'est ça, l'engagement actif, c'est-à-dire que le cerveau va vouloir répondre. Et c'est extrêmement important que ce soit soutenu par la motivation. Parce que cet engagement, en fait, cette prédiction est liée à ce qu'on appelle notre circuit de la récompense. Et donc, les hormones de la récompense sont activées quand le cerveau apprend. Et on a même remarqué que sans réponse forcément, le simple fait de faire cette hypothèse activait le système de la récompense, et que donc apprendre est déjà, ou l'envie d'apprendre en tout cas, est déjà une source de plaisir. Donc l'enfant est curieux, d'ailleurs on le voit tous, les petits sont curieux, ont envie d'apprendre, et il est important que l'école stimule cette curiosité et ne la tue pas, et entretienne cette curiosité de l'enfant, cette curiosité naturelle, on pourrait dire. Et souvent, il est important que la pédagogie vienne... alors là, il n'y a rien de nouveau. C'est-à-dire que les sciences de l'éducation nous l'avaient déjà amplement dit. La pédagogie de projet, mais ce n'est pas forcément... mettre un safari, créer un safari dans sa classe, c'est la pédagogie de mettre l'élève en projet. C'est aussi simplement dans une résolution de problème, ça peut être aussi en grammaire, où on va créer des mini-défis, la pédagogie par la question, pourquoi, comment pourrait-on faire. En fait, c'est favoriser cette mise en activité cognitive de l'élève. En fait,
voilà, l'engagement actif, on sait que c'est important, on le savait déjà par les sciences de l'éducation qui nous disaient de mettre l'élève en situation de faire, par la question, par le projet. Donc voilà, rien de nouveau, mais on sait que c'est important. En fait, c'est ce que je disais en introduction. Hein, les neurosciences viennent confirmer souvent ce que l'on savait déjà de façon empirique par les sciences de l'éducation. Et donc, vous disiez que on parlait un peu de l'algorithme prédictif, hein, quand le cerveau fait des prédictions ensuite on va valider ou pas. Et justement, le statut de l'erreur et le retour d'information. Il y en a beaucoup qui disent faire des erreurs, c'est bien. Alors, qu'est-ce que vous en pensez ? Alors oui, c'est bien et ça devrait être encouragé. En fait, le cerveau ne peut apprendre que s'il fait des erreurs. Il n'y a pas d'apprentissage s'il n'y a pas d'erreur. En fait, le cerveau va faire des prédictions. Et c'est en fonction de la réponse qu'on va apporter à cette prédiction qu'il va apprendre. C'est-à-dire que si je reprends grossièrement cette histoire de neurones, un neurone est associé à un autre neurone. On va lui dire, non, en fait, cette association-là, elle ne marche plus, c'est plus possible. Donc voilà, je reprends l'exemple des nombres décimaux. Ce n'est plus possible. En fait, là, ça ne marche plus. Ce que tu savais ne fonctionne plus. On va donc apporter une nouvelle connaissance. Donc l'enfant va devoir réorganiser les connexions neuronales, enfin le cerveau va réorganiser les connexions neuronales en fonction de ces nouvelles connaissances. Mais il va devoir, en fonction du contexte, s'apercevoir que parfois ça fonctionne, parfois ça ne fonctionne pas. C'est-à-dire que là, il y aura un indice qui, par exemple, dans la numération décimale, la virgule. À partir du moment où l'enfant va voir la virgule, il va se dire, tiens, là, mon système qui était automatisé jusque-là depuis le CP, qui consistait à ordonner, même un peu avant en maternelle, à organiser des nombres, à faire des suites, à les comparer et à les ordonner, ne fonctionne plus. Et en fait, il va apporter une nouvelle connaissance qui va appuyer ce qu'on appelle l'inhibition, c'est-à-dire qu'il va devoir inhiber un automatisme qui était en place jusqu'ici et qui n'est plus pertinent. Donc, apprendre aux élèves à inhiber, sont les travaux d'Olivier Houdet, sont extrêmement importants. Et donc, vous avez pour cela un outil pédagogique très intéressant que Grégoire Borst a développé avec son équipe sous la direction d'Olivier Houdet, qui s'appelle « Apprendre à résister » aux éditions Nathan. Et vous l'avez en maternelle et en élémentaire. Et cette boîte vous permet d'apprendre aux élèves de votre classe à résister. Et donc, résister, en fait, c'est très, très important. Ça permet d'apprendre. Et donc, le statut de l'erreur est indispensable, puisque c'est grâce à cette erreur qu'on va pouvoir mettre en place de nouvelles stratégies. Mais si on n'a pas conscience de l'erreur, on ne peut pas mettre en place de nouvelles stratégies. D'où l'importance du statut de l'erreur dans la classe, cibler les erreurs et ne pas dire à l'élève « non, ce n'est pas ça, ça fait 3 fois que je te dis que ce n'est pas ça, pourtant on l'a déjà fait ». Bah oui, mais tout simplement, en fait, l'élève s'appuie encore sur ses automatismes. Donc, ce n'est pas le fait de lui dire 10 fois que ce n'est pas ça qui va l'aider, c'est de lui dire il faut inhiber la réponse que tu as envie d'apporter. Et cette réponse qu'il a envie d'apporter, elle a un sens. Elle a un sens dans sa connexion neuronale qu'il avait construite. Il faut juste apprendre à empêcher cette réponse d'arriver. Et donc, l'outil pédagogique qui a été développé par Olivier Houdet, c'est l'attrape-piège. Voilà, on va attraper le piège que notre cerveau nous tend en nous donnant une réponse qui n'est pas celle attendue. Mais cette réponse qui n'est pas celle attendue, elle prend vraiment appui sur l'erreur donc et la nouvelle connaissance associée. Donc voilà, le tout est important. Donc c'est pour ça, je dis souvent dans les classes, on devrait voir afficher les erreurs avec un petit sigle pour montrer que ce n'est pas la bonne réponse, un petit piège ou le fait d'assurer avec un papier calque, par exemple, la réponse qu'on a envie de donner. Mais bien souvent, en conjugaison, le AI ou AIS, on voit encore de nombreux adultes faire l'erreur. Et bien, c'est parce qu'il y a des automatismes qui ont été mis en place et qu'il faut apprendre à inhiber
la réponse. Voilà, souvent dans les mails chez les adultes, on voit EZ à la place de ER parce qu'il y a un ou pas loin, un vous pas loin. Eh bien, voilà, on voit bien ici que même l'adulte tombe encore dans les pièges et les automatismes. Et donc, on peut se dire que l'enfant tombe encore plus dans les pièges parce qu'il son cerveau n'a pas encore été entraîné à inhiber. Et donc, il est important de revenir sur les erreurs et de les valoriser en leur disant « Ok, là, ton cerveau a eu envie de répondre ça, tu as eu envie de répondre. C'est une bonne réponse. Dans les situations que nous avions vues jusqu'ici, c'était une bonne réponse. Et c'est encore vrai sur ce genre de situation, mais dans la nouvelle situation que nous venons de voir, ce n'est plus exact. Donc, il faut que tu apprennes à identifier dans la nouvelle situation l'indice qui te permettra de ne plus apporter la réponse que tu avais l'habitude d'apporter. Donc, c'est extrêmement important de valoriser l'erreur, de la cibler et de la montrer en classe. Et j'irai même jusqu'à l'afficher, alors avec des précautions, c'est-à-dire qu'on ne va pas afficher des erreurs, mais on va afficher l'erreur qui est barrée ou assurée ou cachée pour que l'élève prenne conscience que cette erreur existe. C'est-à-dire qu'un cerveau performant, c'est un cerveau qui très rapidement a envie de répondre quelque chose, inhibe cette réponse et apporte la bonne réponse. Mais on fait tout ça de façon très très rapide quand on est adulte, mais ça ne veut pas dire qu'on oublie la représentation première, c'est juste qu'on l'inhibe. Et donc, c'est important de cibler les erreurs. Et par rapport au retour d'information, donc le rendu des évaluations par exemple? Alors, ça, je vais revenir donc sur le processus d'apprentissage. Le cerveau apprend grâce à l'erreur, c'est-à-dire que là, d'un point de vue vraiment biologique, on s'aperçoit que quand il y a une mauvaise réponse, c'est-à-dire qu'il y a un feedback négatif, la prédiction qu'avait fait le cerveau est mise à mal parce qu'il y a une erreur. Donc, il y a une autre zone de notre cerveau qui détecte l'erreur et qui nous dit erreur. Et à ce moment-là, le cerveau va créer de nouvelles connexions. Et ça se fait sur un temps d'ailleurs relativement court, hein, on a pu l'observer. Et ça nous apprend, du coup, là, vraiment la science nous apprend un geste pédagogique fort qui est le retour d'erreur immédiat. C'est-à-dire qu'il est important de dire à l'enfant immédiatement où est son erreur, puisque c'est à ce moment-là qu'il va pouvoir se recréer une nouvelle connexion neuronale avec une nouvelle information, que l'inhibition va pouvoir se mettre en place. Donc, il est extrêmement important que les enseignants corrigent immédiatement. Et bien souvent, l'enfant a besoin que cette correction soit outillée, c'est-à-dire qu'il ait le cahier sous les yeux. On peut voir encore des pratiques où les enseignants vont ramasser les cahiers du jour, les mettre sur leur bureau en vue d'apporter une correction au stylo, et éventuellement une notation ou une appréciation. Et puis, vont faire la correction collective au tableau. Alors, on pourrait se dire, c'est bien, la correction au moins est immédiate, mais en fait, il faudrait que les enfants aient leurs travaux sous les yeux, puisque c'est important de voir où a été son erreur, voir quelle était justement l'erreur ciblée. Et donc, cibler l'erreur, c'est ça, c'est l'avoir sous les yeux. Et d'avoir le feedback avec la correction. Donc, voilà. Le mieux, c'est de faire la correction immédiatement et de la faire de façon outillée. La pédagogie, en tout cas le geste professionnel qui ne serait pas efficient, ce serait de ramasser les cahiers ou de ramasser les contrôles et de faire la correction quelques semaines après, comme on peut parfois le voir encore. Et enfin, donc le dernier pilier, la consolidation. Tout à l'heure, vous nous avez parlé de la courbe de l'oubli. Est-ce que vous avez des choses à rajouter par rapport à ça? Sur la courbe de non, la consolidation, le dernier pilier. La consolidation, voilà, c'est ça. Hein, c'est vraiment cette idée de consolider par la répétition. Et on a même vu que cette répétition pouvait être espacée. Alors, un autre outil pédagogique qui peut être intéressant, c'est ce qu'on appelle la boîte de réactivation ou boîte de Leitner. Cette boîte dans laquelle on va disposer des questions et l'enfant pourra aller s'auto-tester et répondre aux questions. Et quand il a une bonne réponse, quand il a consolidé une connaissance, il va mettre la petite fiche question dans la phase 2 de la boîte. Donc, c'est une boîte qui a jusqu'à 4 phases. Et phase 2, il va répéter cette question une semaine après. S'il a la bonne réponse, eh bien, il va passer la fiche dans la phase 3 qui correspond à une réactivation
3 semaines ou 1 mois après. Et si c'est encore bon, il va passer en classe 4. Si à un moment donné, la réponse, l'enfant ne l'a pas, ou s'il n'est pas capable, par exemple, de tracer un cercle, ça peut être aussi sur des tâches plus procédurales, on n'est pas seulement sur de la connaissance du monde, mais tracer un cercle de diamètre de tant de centimètres. Si l'enfant n'y arrive pas, parce qu'il ne sait plus ce que c'est que diamètre, ou qu'il ne sait plus comment on s'organise avec le compas et la règle, eh bien, l'enfant va remettre la carte en phase 1 et il va recommencer ce processus. Ça permet de consolider les savoirs. Et donc, ce qui peut être intéressant, c'est de créer cette boîte en équipe de cycle ou en palier. Toutes les classes de CP créent cette boîte. Et on va imaginer ensemble, en équipe de maîtres, quelles sont les questions fondamentales qu'on aimerait voir apparaître dans ces boîtes pour que l'enfant, quand il passe sur la classe supérieure, on se dise au moins, les connaissances qui sont en phase 4 sont consolidées, sont acquises définitivement. Et on peut même imaginer comme ça des passations de cycle où les enfants passent avec leur boîte et où l'enseignant, comme ça, a la connaissance des fragilités ou de ce qui reste à consolider chez les élèves. Et donc l'enseignant a une visibilité sur les savoirs de l'enfant et ses capacités. Et l'enfant lui-même peut adopter une posture métacognitive où il sait qu'il sait, où il sait qu'il ne sait pas, et être dans une démarche de progrès. Et on stimule sa curiosité, son envie d'apprendre. Alors bien évidemment, il ne s'agit pas, comme j'avais bien dit, l'engagement actif est soutenu par les hormones du plaisir. Et donc, il est important de ne pas détruire ce plaisir avec des feedbacks trop négatifs ou un enfant qui serait face à un nombre de fiches insurmontable avec le sentiment qu'il n'avance jamais. Donc là aussi, il faut différencier le nombre de fiches en fonction des élèves dans la boîte. Merci. Donc, les 4 piliers d'apprentissage, on les a tous abordés. Et maintenant, on va passer aux neuromythes. Alors, donc, on a tous... il y a des mythes par rapport aux neurosciences. Donc, l'un d'eux, c'est la question où on affirme souvent qu'on n'utilise que 10% de notre cerveau. Alors, mythe ou réalité? Alors, mythe... mais qui reste bien réelle encore. Elle est parfois, elle est même encore souvent dans les médias ou bien dans les films, comme par exemple, maintenant ça remonte un peu, mais le film Lucie, où on fantasme un peu sur le fait que notre cerveau, s'il devait utiliser tout son potentiel, on aurait des êtres humains bien plus performants. Alors non, on utilise 100% de notre cerveau, alors pas au même moment. On utilise tout le temps notre cerveau, même la nuit, les rêves, on consolide, on apprend la nuit. Et puis, il y a notre cerveau qui nous permet quand même d'envoyer des informations électriques à notre cœur, la respiration, la régulation de notre température, la faim, la soif. Tout ça, ce sont des fonctions extrêmement importantes donc qui nécessitent de l'énergie. Donc notre cerveau fonctionne à 100%. Si on regarde d'ailleurs par imagerie cérébrale, on s'était aperçu qu'à l'évocation de plus de 3000 mots, l'ensemble du cerveau s'était éclairé. Donc voilà, on utilise l'intégralité de notre cerveau. Alors il y a des images qui nous montrent qu'il y a certaines zones qui sont plus actives que d'autres en fonction des tâches que nous traitons. Mais l'intégralité de notre cerveau est utilisée et donc on est à 100% de nos capacités. Alors, merci. Deuxième question. Est-ce qu'on a tous... Est-ce qu'il y a bien un cerveau gauche, cerveau droit, la partie gauche, la partie droite du cerveau? Alors oui, on a 2 hémisphères. Ça, c'est une réalité biologique. Il y a bien 2 hémisphères. En revanche, il n'y a pas forcément de dominance. On a pu se dire souvent, plus artiste, etc. Bon, en fait, on s'aperçoit que oui, il y a une gaine de myéline qui est peut-être plus importante dans une zone. Il y a en effet des fonctions qui sont attribuées plutôt à gauche ou plutôt à droite, mais l'idée est surtout
qu'il faut retenir, c'est qu'on peut exercer cette gaine de myéline, on peut donc tous devenir artistes. Alors, évidemment, on ne part pas tous avec le même potentiel de cette myélination, de cette gaine de myéline, mais on va avoir la possibilité de faire évoluer ces connexions par l'entraînement, par l'exercice. Et donc, oui, c'est peut-être localisé plutôt à un endroit, mais il ne faut pas tomber dans l'excès non plus des fonctions cognitives qui sont localisées. On s'aperçoit aujourd'hui que sur une tâche donnée, il y a toujours plusieurs zones à gauche et à droite du cerveau qui s'activent. On s'aperçoit également que dans des cas d'accident, quand une partie du cerveau est détériorée, le cerveau va recréer les connexions nécessaires de l'autre côté, sur l'autre hémisphère. Donc, oui, il y a une place prédéterminée à la naissance, mais on peut tout à fait utiliser les deux parties du cerveau et elles sont interconnectées. Alors, est-ce que la maturité cérébrale se termine quand on est au collège ? Alors non, aujourd'hui, on parle d'une maturité cérébrale à 25 ans. Bon, ça risque peut-être de changer, parce qu'on est quand même dans une discipline très jeune. Ce que je vous dis aujourd'hui, ce sera peut-être plus vrai dans quelques années. Donc il faut agir avec précaution sur les connaissances qu'on a sur le cerveau. Mais non, voilà, aujourd'hui, on estime que la maturité cérébrale est environ à 25 ans. C'est-à-dire que les connexions et les lagages synaptiques sont optimum à 25 ans. Ça ne veut pas dire que ça ne continue pas. On va toujours créer de nouveaux neurones. On peut créer de nouvelles connexions, mais c'est plus difficile après 25 ans. On s'aperçoit qu'apprendre une langue étrangère, par exemple, est plus difficile quand on est adulte. Mais voilà, grosso modo, le cerveau se développe jusqu'à 25 ans. Alors, il faut savoir qu'il ne se développe pas de façon non plus très linéaire. Et en aucun cas en escalier, comme le disait Piaget. On est... alors, on ne remet pas en cause Piaget. Il y a le processus d'accommodation, par exemple, est toujours valable. Mais on sait qu'il y a plus ces étapes. En tout cas, ça, on est revenu dessus. Et sont notamment les travaux d'Olivier Houdet qui en parlent bien mieux que moi. Et en tout cas, il est important que l'on sache aujourd'hui que le cerveau se développe en fonction de certaines phases qu'on appelle les fenêtres temporelles et que l'enfant va être plutôt prédisposé pour tel ou tel type d'apprentissage en fonction de son âge. Et ça tombe bien, les cycles scolaires et l'âge des grands apprentissages sont en général en lien avec ces grandes fenêtres, l'apprentissage de la lecture par exemple. Mais on s'aperçoit que l'apprentissage de la lecture peut se faire avant. D'ailleurs, on commence vers 4-5 ans à avoir cette curiosité pour l'écrit, l'encodage, qu'il ne faut surtout pas tuer et donc accompagner l'enfant en fonction de ses appétences intellectuelles, cognitives. Et c'est important que l'école respecte pour ça la philosophie des cycles. Bien, on arrive au terme de cette émission. Alors, est-ce que vous avez des références didactiques, des ouvrages ? Alors, vous nous avez donné beaucoup d'outils et beaucoup d'auteurs pendant l'émission, mais est-ce que vous avez quelques ouvrages didactiques précis à recommander ? Alors, assez accessibles en Polynésie. Oui. Alors, j'évoquais tout à l'heure les éditions Nathan qui ont une longueur d'avance quand même sur ces ouvrages. Donc vous avez les éditions Nathan qui s'appellent Le Labo dans la classe, il me semble, la collection. Il faudrait les vérifier, mais ça ressemble à ça. Donc c'est léa.fr, suite à l'expérimentation léa.fr, donc aux éditions Nathan. Donc vous avez les mallettes entraîner le cerveau à résister, mais vous avez également des petits fascicules qui ont été édités récemment sur les sciences cognitives à l'école. Donc aux éditions Nathan, voilà, il y a beaucoup de choses. Ensuite, vous pouvez regarder la chaîne YouTube de Monsieur Masson, de Steve Masson, qui en plusieurs séries propose une explication des grandes fonctions cognitives et exécutives.
Et puis, il y a également Être bien pour apprendre, qui est un ouvrage aux éditions Nathan, toujours, qui est assez accessible. Et alors, moi, ce que je vous conseille, c'est, si vous voulez entrer dans la neuroéducation, la première étape, c'est de lire les albums jeunesse qui parlent du cerveau pour d'écouter ce podcast. Et d'écouter ce podcast, bien évidemment. Et puis, nous avons un support Padlet accessible pour l'instant sur le site de notre circonscription, mais qui sera accessible sur le site de la DG2E prochainement. Un Padlet qui répertorie de nombreuses ressources sur la neuroéducation, un Padlet partagé avec l'Académie de Versailles en France. Et donc, vous avez sur ce Padlet de nombreuses ressources, et notamment une bibliographie pour débutants et des ressources pédagogiques, des fiches pédagogiques pour entrer dans la neuroéducation. Une autre ressource qui me semble indispensable si on veut commencer la neuroéducation, c'est le site Sciences Cognitives et les sciences cognitives à l'école de Monsieur Berthier, qui vous permettront, plutôt pour les collégiens, pour le second degré, mais en tout cas, les fiches sur les fonctions cognitives sont adaptées et compréhensibles par tous. Après, c'est juste que les applications pédagogiques sont peut-être plus centrées pour le collège, mais en tous les cas, vous avez les grandes entrées des fonctions cognitives qui sont très bien expliquées dans cet ouvrage ou sur le site. Bienvenue sur la web radio de l'INSPE de la Polynésie française, la web radio des enseignants et des futurs enseignants.